Et salut tout le monde! Notre histoire commence au Crétacé, une période où les reptiles règnent en maître sur absolument tous les écosystèmes. C'est très simple, jamais ces animaux n'ont été aussi imposants qu'à cette époque. Tu es grosse, Mélissandre! Que ce soit avec Argentinosaurus ou Giganotosaurus chez les dinosaures, Mosasaurus chez les reptiles marins ou Deinosuchus chez les crocodiliens, le Crétacé c'est la démesure à l'état pur. Parmi tous ces grands groupes de reptiles, il y en a un qu'on n'a pas encore abordé sur la chaîne, c'est le groupe des ptérosaures. Leur origine reste très mystérieuse pour deux raisons principales. La première, c'est que leurs os sont creux, rendant leur squelette très léger, donc très fragile et difficilement fossilisables. La deuxième, c'est qu'ils apparaissent juste après une grande crise planétaire, où près de 90% des espèces disparurent. Grosse bol dans le terre-terre. À partir de cette crise, les survivants vont se lancer à la course aux écosystèmes laissés vacants, et vont donc évoluer très vite. Nous n'avons donc pas encore trouvé de fossiles de transition entre des reptiles non volants et les fameux ptérosaures. Un cas de figure similaire se trouve d'ailleurs chez nos mignonnes petites chauves-souris. Enfin mignonnes, pas toujours. Nicolas. Bref, même légers, les ptérosaures ne vont pas échapper au phénomène de gigantisme. À la fin du Jurassique, apparaît le groupe des ptérodactyles, des reptiles volants caractérisés par des ailes très grandes par rapport à leur corps, ainsi qu'une queue qui se raccourcit de plus en plus. Parmi ces ptérodactyles, un groupe va particulièrement nous intéresser, une famille dans laquelle se trouve le plus grand animal volant ayant jamais existé, j'ai nommé Quetzalcoatlus. Mais avant tout, n'oubliez pas votre meilleur coup de bec de ptéranodon sur le bouton s'abonner, et pour ceux qui souhaitent soutenir financièrement la chaîne, un lien vers un blobesque Tipeee est en description. Merci à tous et retour à la vidéo. Quetzalcoatlus est un reptile volant ayant vécu à la toute fin du Crétacé, de moins 70 à moins 66 millions d'années. Ce joli bestiau fait partie de la famille des Asdarchidés, des ptérodactyles qui ont pour particularité de posséder un très long cou supportant une tête massive. Cette famille est aussi connue pour avoir abrité les plus grands reptiles volants. Le nom de genre Quetzalcoatlus fait d'ailleurs directement référence à la divinité précolombienne Quetzalcoatl, créateur du monde et de l'humanité. Y a pire comme CV. Ces reptiles étaient donc très grands, mais à quel point? Tout d'abord, commençons par la hauteur. Les Asdarchidés possèdent tous un long cou composé de 9 vertèbres. Par comparaison, voici une vertèbre d'un être humain et voici une vertèbre de Quetzalcoatlus. Ces dernières sont allongées à l'extrême, de sorte que la plus grande d'entre elles dépasse les 60 cm. Ainsi, il semble que les plus grands individus possédaient un cou d'environ 3 mètres de long. Associé au reste du squelette auquel nous reviendrons dans un instant, un grand Quetzalcoatlus adulte en position quadrupède pouvait mesurer plus de 5 mètres de haut, soit autant qu'une girafe. Ces estimations de taille sont notamment permises grâce à cette étude de 2021, qui est le plus gros inventaire de fossiles de Quetzalcoatlus. Et on en avait besoin de ce genre d'études, surtout pour estimer l'envergure de ces bestioles. Comme dit précédemment, les ptérosaures se fossilisent mal. Leurs os creux finissent souvent écrasés dans tous les sens, ce qui complique leurs études. Découvert dans les années 70, Quetzalcoatlus n'a au début donné que des morceaux de vertèbres. Les découvreurs, en le comparant à d'autres ptérodactyles, ont estimé l'envergure du reptile entre 11 et 21 mètres de long. Bon, on a déjà vu plus précis, mais en même temps, aller estimer la taille d'un animal éteint sans laisser de descendance juste avec ses bouts d'os. Je peux pas, tu vois, je peux pas! Aujourd'hui, grâce à la découverte d'autres restes, incluant les os du très long doigt soutenant les ailes, la plupart des estimations se situent autour d'une envergure de 12 mètres. Par comparaison, le plus grand oiseau volant actuel est l'albatros hurleur avec une envergure de 3,50 m. C'est la piquette, Jack! Avec de telles mensurations, Quetzalcoatlus et d'autres Asdarchidés comme Atsegopteryx sont de loin les plus grands reptiles volants ayant jamais existé. Ils sont d'ailleurs tellement grands que des paléontologues du monde entier se posent encore la question, étaient-ils vraiment capables de voler? Pour répondre à cette question, plusieurs paramètres sont à prendre en compte, à commencer par le poids. Malheureusement, il est impossible de déterminer le poids d'un animal éteint, y compris chez des individus dont on connaît le squelette par cœur. Un très bon exemple, c'est T-Rex. Son squelette est quasi entièrement connu, et pourtant ses estimations de poids fluctuent entre 5 et 10 tonnes. Pourquoi une telle fourchette? Eh bien parce qu'on sait que certains animaux comme les oiseaux ont recours à des réseaux de sacs d'air afin d'alléger au maximum leur corps. Selon la quantité de sacs d'air, mais aussi de muscles, de graisse, de peau, etc. le poids peut varier du simple au double. Chez les ptérosaures, c'est la même histoire, avec une difficulté supplémentaire, le fait de n'avoir presque aucun squelette complet sous la main, et c'est le cas chez nos ptérosaures géants. Le poids de Quetzalcoatlus a donc fait un sacré yo-yo à travers le temps, de 30 kg estimés en 1975 à plus de 500 kg en 2010. Gros porc de gros sac. Regardez-moi cet inventaire des estimations. C'est un
bordel! Même si on peut voir une tendance se dessiner où la plupart des dernières études tablent sur des reptiles entre 150 et 250 kg. En 2021, des chercheurs ont noté que chez les oiseaux, leurs muscles doivent représenter environ 20% de leur poids de corps pour pouvoir voler. Ce faisant, un Quetzalcoatlus adulte dont le poids de corps se situait entre 70 et 250 kg devait avoir entre 14 et 50 kg de muscles. L'animal ayant besoin d'une certaine masse musculaire pour décoller ou se déplacer à quatre pattes, les scientifiques pensent alors qu'une masse musculaire de 30 kg pour un poids total de 150 aurait été idéale pour notre reptile géant. Je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Une estimation qui est bien sûr à prendre avec des pincettes. Les auteurs de l'étude pointent également que le poids de l'animal peut passer du simple au double au cours de l'année, selon s'il tombe enceinte, manque de nourriture ou encore renouvelle son pelage. Dans tous les cas, même si l'animal dépassait les 300 kg, cela ne devait pas être si gênant que ça pour voler. En paléontologie, on compare souvent les espèces fossiles aux espèces actuelles afin de mieux comprendre leur mode de vie. Ici, les ptérosaures se sont malheureusement éteints sans laisser de descendance. Avec quoi peut-on alors les comparer pour déterminer si un si grand animal pouvait bel et bien voler? Eh bien avec un planeur. Étonnant, non? Ce véhicule vole sans moteur et on peut voir par exemple avec celui-ci qu'un planeur de 15 mètres peut voler en ayant une charge maximum de 450 kg. Un Quetzalcoatlus adulte de 250 kg pour 12 mètres d'envergure pouvait alors planer sans problème si on s'en réfère à de la physique pure. D'ailleurs en 1984, des scientifiques ont créé et fait voler une maquette de Quetzalcoatlus sous le nom de The Great Pterodactyl Project. Would you like to know the strawberry? Bon, la maquette pesant 15 kg, on est a priori loin du poids réel de la bête, mais en tout cas ça volait et ça c'est beau. En revanche, un planeur a recours à un petit moteur ou un avion remorqueur pour décoller. Alors comment les Asdarchidés prenaient-ils leur envol? La réponse est simple, on n'en sait rien. En effet, il existe plusieurs théories, mais encore une fois, le manque de fossiles bien conservés ne permet pas de statuer. Un article de 2010 montre que les grands ptérosaures avaient des membres bien plus robustes qu'il n'y paraît, présentant des zones d'insertion pour de puissants muscles. De ce fait, Quetzalcoatlus et ses cousins pouvaient tout à fait utiliser leurs 4 membres pour propulser leur masse. En 2021, des chercheurs mettent en évidence une grande flexibilité et une musculature développée autour des membres postérieurs. Autrement dit, un décollage bipède en mode squat sauté semble aussi tout à fait possible. Vous faites du sport? Même pas. En revanche, en 2022, une étude biomécanique a testé si la forme de Quetzalcoatlus était adaptée à un vol plané. En effet, beaucoup d'oiseaux utilisent des masses d'air ascendantes, à la fois pour prendre leur envol, mais aussi pour planer pendant des heures sans faire d'effort. Selon le résultat, Quetzalcoatlus aurait pu prendre ses masses d'air pour s'envoler, mais sa morphologie l'aurait empêché de planer pendant des heures sans battre des ailes. Cela coïncide avec une étude de 2003 où de grandes insertions musculaires autour de l'épaule sont relevées chez un proche cousin de Quetzalcoatlus. Enfin, un autre argument en béton soutenant que ces géants étaient bien capables de voler, leur répartition. Les Asdarchidés sont apparus au cours du Crétacé, une période où les continents se sont déjà bien séparés les uns des autres. Pourtant, on trouve ces reptiles absolument partout. Que ce soit en Amérique du Sud, du Nord, en Europe, en Asie ou encore en Afrique, ces géants semblent avoir pu coloniser toutes les masses continentales, chose compliquée quand on ne sait pas voler. Enfin, permettez-moi de présenter ma petite Blobby théorie. Peut-être que les adultes étaient incapables de voler, mais que les jeunes, très légers, étaient entièrement capables de voyager sur de longues distances. Je n'ai absolument aucune preuve de ce que j'avance, mais c'est une petite hypothèse qui reste plausible. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Dans tous les cas, et aussi incroyable soit-il, il est physiquement tout à fait possible que des reptiles aussi grands que des girafes aient pu voler un jour dans les airs. Une vision cauchemardesque pour certains animaux de l'époque, et justement, de quoi se nourrissaient ces reptiles géants? Le cou des Asdarchidés supportait un très gros crâne dépourvu de dents. Selon plusieurs restes retrouvés, Quetzalcoatlus pouvait avoir un crâne avoisinant le mètre de longueur. Et là on arrive à un problème qu'on avait déjà vu avec les griffes de Therizinosaurus ou le museau du Spinosaure. Posséder d'aussi grandes structures expose ces dernières à un stress mécanique plus élevé. En d'autres termes, avoir un très long crâne associé à un très long cou rendait les deux structures très fragiles. Impossible alors pour Quetzalcoatlus de fendre la surface de l'eau à la manière des rhincops ou de saisir une grosse proie se débattant. Ça me sert à rien. Au lieu de ça, l'animal semble plutôt bâti comme un échassier, à l'instar d'un héron ou d'une cigogne.
Et ça tombe bien car 2 études publiées en 2021 s'intéressant aux sédiments et aux autres fossiles trouvés en même temps que nos reptiles géants suggèrent que ces derniers évoluaient dans des environnements aquatiques. Une autre étude publiée la même année montre que le cou de Quetzalcoatlus était très souple, en particulier dans un plan vertical. Ainsi, le long cou et le bec allongé de nos ptérodactyles devaient leur permettre de chasser de petits animaux évoluant dans des marécages et autres lagunes côtières. Enfin, peut-être pas pour tous les Asdarchidés. En 2017, des chercheurs ont étudié le cou d'un autre Asdarchidé nommé Astegopteryx. Résultat, le cou du reptile était bien plus robuste que chez ses autres petits camarades. Cela suggère qu'il était capable de chasser de plus grosses proies comme des petits dinosaures. Ça tombe d'ailleurs plutôt bien puisque l'animal évoluait dans des archipels européennes où des groupes d'animaux, habituellement de grande taille, étaient ici tout petits. On pouvait y rencontrer la version minimoïde des iguanodons ou encore de minuscules titanosaures. Je suis passe-partout. Ce phénomène, que l'on appelle nanisme insulaire, est assez courant dans l'évolution et permet à de gros animaux bien gourmands de pouvoir vivre sur une île sans y dévorer toutes les ressources. Il se pourrait donc bien que des asdarchidés géants venaient sur ces îles afin de réguler des populations d'herbivores à coups de bec. Je vais m'introduire et tout piquer. Ce cou robuste a aussi été observé chez Thalassodromeus, un asdarchidé présentant une impressionnante crête sur la tête. Beaucoup de théories continuent d'être débattues sur l'utilité de cette dernière, même si l'hypothèse de la séduction entre mâles et femelles reste la plus plausible. Je sens que je vais exploser dans mon pantalon à tout bout de champ. À l'instar d'autres reptiles de l'époque, Quetzalcoatlus et les autres asdarchidés géants étaient donc l'apothéose de l'évolution de leur groupe. Jamais un groupe d'animaux volants ne s'est approché d'aussi près de l'image du dragon. Leur très probable capacité de vol ainsi que leur alimentation opportuniste ont fait d'eux l'un des groupes les mieux adaptés et les plus largement répartis à travers le globe. Malheureusement, tout comme chez les autres machines de guerre du Crétacé, une extinction de masse va très sérieusement remettre en question leur capacité d'adaptation. Une fois n'est pas coutume, ce ne sont pas les plus grands animaux volants de l'époque qui s'en sortiront le mieux de cette crise. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'animal que vous voudriez voir prochainement. Je reviendrai bientôt avec un sondage dans l'onglet communauté afin de choisir la prochaine bébête abordée sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.